Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, les électeurs des Comores sont appelés aux urnes ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Mais quelques jours après les manifestations contre les pénuries d'eau et d'électricité fréquentes, le scrutin pourrait avoir un autre enjeu. Les fonctionnaires gabonais en grève depuis le 9 février menacent de durcir le mouvement. Certains syndicats critiquent également les tentatives d'intimidation menées à l'encontre du coordinateur de la grève, Jean-Rémy Yama. Plus d'un Africain sur deux n'a pas accès à l'électricité, une urgence paradoxale au vu des ressources d'énergie dont dispose le continent. Face à la chute des cours du pétrole, certains pays réalisent que la diversification devient obligatoire. Second tour des élections législatives ce dimanche aux Comores. Les habitants de l'archipel doivent choisir entre trois partis, dont Djoua, parti de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi. Un scrutin qui se déroule dans un climat social particulièrement tendu. La fonction publique accumule 3 mois de retard dans le paiement de ses salaires. Les habitants font face à des pénuries d'eau et d'électricité fréquentes, un contexte qui pourrait agir sur le taux de participation. La conférence des donateurs s'est montrée particulièrement généreuse envers Madagascar. Vendredi, 690 millions d'euros ont été mobilisés. La somme sera débloquée d'ici 5 à 7 ans. L'immense majorité provient des partenaires de la grande île et 49 millions d'euros sont d'origine européenne. Les fonds seront utilisés pour concrétiser 10 projets destinés à faire de Madagascar un grenier de l'océan Indien. Le secteur privé et les petits producteurs malgaches sont particulièrement visés. L'administration publique du Gabon passe d'entrer dans une 3e semaine de grève lundi. Depuis le début du mois, les fonctionnaires manifestent pour obtenir de meilleurs salaires. Lors d'une assemblée générale ce vendredi, les syndicalistes ont appelé à durcir le mouvement. De plus, selon eux, le coordinateur de l'action sociale serait victime d'intimidation de la part de la justice. Jean-Rémy Yama est entendu pendant 10 heures dans le bureau du procureur dans une affaire de faux diplômes. Sa secrétaire a finalement été incarcérée. Écoutons la réaction de M. Louis-Patrick Mombo, le délégué de la CONACYSED, la Convention nationale des syndicats de l'éducation. Malheureusement, le gouvernement rame à contre-courant. Et en date du 9 février, une fois le mouvement de grève déclenché, nous avions été reçus par M. le Premier ministre. Et au cours de cette réunion, les explications remises par le Premier ministre pour le retard accusé dans la mise en place du seul nouveau système de rémunération, c'était dans un premier temps le logiciel qui serait bloqué. Par la suite, le rapport d'engagé qui n'a pas encore été remis au président de la République. Par ailleurs, c'était le travail sur le nouveau système de rémunération bloqué. Or, nous nous souvenons que l'actuel ministre de la fonction publique, qui a toujours été expert en rémunération en ce qui concerne ce dossier, nous avait fait comprendre dans le cadre d'une rencontre entre le gouvernement et le MOSAP que le nouveau système de rémunération était prêt et que la primeur revenait à M. le Président de la République. Donc nous ne comprenons pas ici pourquoi est-ce que le Président de la République parle d'une urgence de mettre en place ce nouveau système de rémunération malgré les contraintes budgétaires et que le gouvernement puisse se ramener à contre-courant. Donc les travailleurs ont un suivi dynamique unitaire que nous sommes, déclenché une grève générale, ce qui est fait, et puisque le gouvernement tarde à répondre favorablement aux revendications des travailleurs, tarde à respecter les engagements pris, le mouvement de grève se poursuit. Il va même se durcir à partir de demain. Retour à l'apprentissage, c'est le nom du programme instauré par le gouvernement du Sud-Soudan. Depuis décembre 2013, le conflit qui divise le plus jeune État du monde a privé les enfants de scolarité. C'est en tout 1,4 million de jeunes qui seraient concernés par la réouverture prochaine des classes. Les précisions de Gavanido. Rouvrir les salles de classe aux enfants après plus d'1 an de conflit au Sud-Soudan. C'est la nouvelle résolution du gouvernement qui annonce la reprise des classes dans les 12 prochains mois. Cette annonce permettra aux enfants dont les zones d'habitation sont touchées par le conflit de reprendre les classes. Je suis conscient que le conflit en cours dans notre pays fait que de nombreux enfants ne sont pas scolarisés. C'est pourquoi il est important d'apporter la paix afin que nos enfants qui ont quitté l'école puissent revenir et poursuivre leurs études. Une campagne de sensibilisation est lancée à cet effet à Djouba, la capitale. Elle devrait atteindre au moins 200 000 enfants non scolarisés dans les zones régulièrement touchées par les hostilités. Suivra la formation des enseignants et encadreurs de la petite enfance. La guerre a empêché environ 400 000 enfants et adolescents à travers le pays d'aller à l'école, ce qui porte le nombre total d'enfants non scolarisés à 1,4 million. Donc cette initiative n'est qu'une nécessité vitale.
Je dois aussi attirer votre attention sur le fait que 70% des 1200 écoles dans les principaux États touchés par le conflit sont fermées, obligeant les enfants à rester chez eux. C'est inacceptable. La campagne de sensibilisation a pour slogan « Retour à l'apprentissage ». Elle concerne les 10 États qui composent le pays. Le taux d'alphabétisation dans certaines parties du pays était de 15% avant le début de la crise. Le gouvernement compte mettre les organisations non gouvernementales à contribution pour réussir cette campagne. Et on reste au Sud-Soudan où l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. L'organisme des Nations Unies en charge de l'enfance a signalé l'enlèvement d'au moins 89 jeunes garçons par des groupes armés dans le nord, au sud du Soudan. Les ravisseurs n'ont pas été identifiés. Selon l'UNICEF, ces adolescents seront enrôlés de force comme enfants-soldats. Depuis le début du conflit en décembre 2013, 12 000 jeunes garçons auraient été recrutés de force. L'actualité économique, c'est ce constat sans appel. 600 millions d'Africains, soit plus de la moitié du continent, n'ont toujours pas accès à l'électricité. Un chiffre qui souligne l'importance du défi énergétique au cours des années à venir. Face à la chute des prix de certaines matières premières comme le pétrole, les États doivent parallèlement diversifier leur économie. Alan Fao. Avec 14% de la population mondiale, l'Afrique ne consomme que 3% de l'énergie utilisée dans le monde. Un paradoxe à la fois dans la consommation, mais aussi dans la production compte tenu de la disponibilité des ressources en énergie présentes sur le continent. L'Afrique produit 12,4% du pétrole mondial, mais ne représente que 3,4% de l'or noir utilisé. Les paradoxes sont criables. Lorsque vous regardez, l'Afrique dispose de toutes les sources d'énergie. Le pétrole, le gaz, l'uranium. Au nord de l'Afrique, nous avons des taux d'accès à l'électricité très élevés. Le Maroc, qui pratiquement frôle les 100%, l'Algérie, d'autres pays. Et puis dès que vous descendez, c'est la chute libre, 17%, 15%. 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité, soit près des 2/3 de la population du continent, essentiellement dans les campagnes. Au Gabon, la sciure de bois est de plus en plus récupérée pour les générateurs d'électricité. Depuis mai 2010, l'exportation des troncs d'arbres, les grumes, est interdite. Les pouvoirs publics ont mis en place des mesures pour accompagner les opérateurs économiques concernés. Le Gabon a effectivement engagé un grand projet de développement. Nous avons entamé la diversification de notre économie à travers la suspension des grumes, de l'exportation des grumes, ce qui a effectivement permis aux entreprises de se transformer sur place, de s'adapter. Nous avons une économie tournée vers les exportations de nos ressources naturelles. Il fallait donc créer un environnement attractif de cette transformation. Nous avons accompagné, nous accompagnons et nous incitons le gouvernement à accompagner cette politique à travers les réformes fiscales. Les disponibilités sur le continent ne permettent pas encore à l'Afrique d'assurer sa sécurité énergétique. La chute des cours du baril de pétrole ont conforté les États producteurs dans l'idée d'une diversification de leur économie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, si les investissements nécessaires sont réalisés, les énergies renouvelables pourraient couvrir 45% du mix électrique de l'Afrique subsaharienne à l'horizon 2040. L'actualité économique, c'est le constat sans appel, donc vous l'avez entendu, des 600 millions Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Et on poursuit avec la visite présidentielle de Macky Sall dans la région de la Casamance qui s'est achevée ce vendredi. Le président sénégalais a conclu son voyage par la visite de l'hôpital de Ziguinchor. Le gouvernement avait investi pour 400 millions de francs CFA dans la structure, notamment pour l'achat d'un nouveau scanner. L'hôpital peut accueillir 120 patients et fonctionne avec une dizaine de médecins et 12 infirmiers. Des effectifs encore nettement insuffisants à en croire certains agents de santé sur place. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.